Bonsoir à tous et bienvenue au Cambodge, petit pays d'Asie du Sud-Est que l'on surnommait la perle de l'Asie à l'époque du protectorat français. Alors aujourd'hui, le pays aux 1000 temples attire de plus en plus de visiteurs, bien sûr pour ses temples séculaires mondialement connus, tels que les superbes et énigmatiques vestiges d'Angkor, mais aussi parce que le pays bouge, se modernise et change à vue d'œil. Nous partons donc à la rencontre des Cambodgiens sur ces terres baignées par les eaux du Mékong. Douceur, charme et raffinement seront au cœur des histoires dénichées par les équipes de Faut pas rêver. À moins de 10 000 km de la France, le Cambodge et ses 15 millions d'habitants semblent revivre après une vingtaine d'années de guerre, dont 4 particulièrement violentes, au cours desquelles un tiers de la population a été décimée par les Khmers rouges. C'est aujourd'hui un pays jeune, souriant, en pleine renaissance que nous allons découvrir ensemble. Avec ce que l'on appelle ici la danse du tigre. C'est un art ancestral, totalement au goût du jour. Ce sport de combat déplace les foules à chaque grande rencontre. Il m'a bien eu avec son sacré coup de coude retourné. À Phnom Penh, la capitale, grand moment d'exotisme. Nous dégusterons un des mets préférés des Cambodgiens, ces charmantes tarentules, servies au bord des routes, comme dans les grands restaurants. Ça a le goût du bois. C'est normal, les tarentules vivent dans la forêt. Tout au nord-est, dans la province de Ratanakiri, nous irons à la rencontre de ces nouveaux pionniers qui espèrent beaucoup de cette région montagneuse restée longtemps ignorée du reste du pays. Je suis contente, de l'or ça fait du fric. Et bien sûr, au bout de ce voyage, nous découvrirons les secrets des temples d'Angkor. Des centaines de merveilles sur 400 km², où des dizaines de milliers d'habitants répartis sur 25 villages vivent sur et de ce site incomparable, un lieu mystique et toujours aussi mystérieux. Toutes ces pierres sont chargées d'histoire et j'aurais bien aimé être à la place des gens de l'époque pour faire aussi bien qu'eux. Et c'est par la seconde ville du pays, Battambang, que nous allons commencer ce périple au cœur de l'Asie du Sud-Est. Vous savez ce que c'est ça ? Eh bien, c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre découverte de ce pays. Ce sont des bâtonnets dansants. Ça y est, vous êtes dans l'ambiance ? Alors c'est parti. Direction Phnom Penh, la capitale. Aiguisez vos papilles, nous partons pour une dégustation hors du commun. Bon appétit. C'est cette image-là qui me trottait dans la tête depuis quelques jours. Ce qu'on me demandait, c'était de débarquer à Phnom Penh pour partir sur la trace des araignées. Parce qu'ici, elles sont exceptionnelles. Ma première rencontre s'est faite sur un trottoir. Je n'avais plus qu'à suivre le mouvement. Ce que j'ai découvert à ce moment-là m'a fait dresser les poils sur les bras. Et pourtant, je n'en étais qu'au début de mes surprises. La meilleure partie, c'est l'abdomen, parce qu'il y a les œufs dedans. Ça éclate à la cuisson, c'est bon. Mais parfois, les clients n'arrivent pas à manger cette partie. Certains ont une sensation de dégoût. Ils ont l'impression que ce n'est pas propre. C'est comme avec les grillons, ça donne l'impression de manger de la terre. C'est pour cela que la plupart des gens préfèrent les pâtes. Alors, si j'avais bien compris, il y avait au menu ce soir un petit amuse-bouche tout en délicatesse. Ça vous dirait une tarentule frite à vous ? Dans la salle, quelques clients téméraires avaient déjà des sueurs froides. À la table d'à côté, ça allait à peine mieux. Ouais, je veux bien tendre mon bras, mais ça va pas durer longtemps. C'est assez particulier, ça pique un petit peu. On sent que c'est poilu et je suis pas trop fan. Tu veux pas prendre une photo, je m'évanouis. Moi, c'est le moment que j'ai choisi pour filer à l'anglaise. Direction la cuisine. Et franchement, là, c'était encore pire. Alors, pour les tuer, il faut leur appuyer sur le ventre avec le pouce. Comme ça, elles sont décontractées. Et elles meurent facilement, vous voyez les enfants ? Le moment de goûter approchait. En fait, c'est un goût très spécial.
Ça a le goût du bois. C'est normal, les tarentules vivent dans la forêt. Oui, ben moi j'allais être très difficile à convaincre. Mais le jeune homme semblait décidé. Faire abstraction de l'image de l'araignée en fait. J'attends quand même, je suis sympa. Alors? Ça va, ça passe, c'est un goût frit. Un goût de friture, un peu salé, assaisonné, mais ouais. Par contre, c'est bon. En faisant les thunes. Ah, non merci. Le lendemain, je me suis retrouvée à Skun. À la sortie du village, il y a une aire de repos sur le bord de la route. C'est à 70 km de Phnom Penh. Skun, c'est le paradis de l'araignée frite. Le seul endroit du pays où les Cambodgiens peuvent se laisser aller à cette gourmandise. Parce que non, il ne s'agit pas seulement d'une attraction touristique. Une vendeuse semblait s'activer encore plus que les autres. Quelqu'un veut des araignées? Qui veut des araignées? Elles sont toutes fraîches. Araignées, qui veut des araignées? Autour d'elle, les autres femmes proposaient des fruits, des gâteaux cuits dans du bambou ou des insectes. Mais Sraïvoun m'a bien expliqué que pour elle, il n'était pas question de vendre autre chose que des araignées. Je gagne beaucoup mieux ma vie avec les araignées. Les autres, elles se débrouillent comme elles veulent, mais moi je vends des araignées. Et ça me va très bien parce qu'il y a beaucoup de clients pour ça. Les clients viennent de loin et ils adorent ça. Tout le monde s'arrête ici. Le parking borde la Nationale 6. C'est la route principale qui mène à la capitale. En fait, je travaille à Phnom Penh. J'étais rentrée chez moi dans mon village et là, je retourne travailler en ville. Ce sont des amis qui m'ont demandé de m'arrêter ici pour leur acheter des araignées. À chaque fois que je rentre, ils me demandent de leur en ramener. C'est sûr qu'ils doivent aimer ça. J'ai accompagné Sraïvoun à un arrêt de bus, un peu plus loin sur la même route. En fait, elle vient ici tous les jours. Je cherche le bus qui a amené mes araignées. Je dois trouver le conducteur. Il n'y a que ça. Le sac était presque vide. C'est parce que c'est la saison sèche. Il y a moins d'araignées à cette époque. C'est pour ça que le fournisseur de Sraïvoun peine à en trouver davantage. Lui, il se trouve quelque part vers le nord, dans la région de Kampong Kadai. Il n'y a plus que là-bas qu'on trouve des araignées. Parce que c'est une région où il y a encore de la forêt. Ici, c'est terminé. Il n'y a plus de forêt depuis longtemps. Il m'a fallu une longue journée de voyage pour retrouver le collecteur d'araignées, mais j'y suis finalement arrivée. C'est lui qui fournit Sraïvoun. Et tous les jours, il ramasse les araignées dans les villages des environs de Kampong Kadai. Ce jour-là, nous arrivions un peu trop tôt. Chon et les autres femmes n'étaient pas encore rentrées de la chasse. Ça prenait plus de temps que prévu et on sentait bien qu'elles étaient méfiantes. Il faut bien regarder dans les herbes et puis au pied des arbres. C'est souvent là qu'on trouve les araignées. Ça me surprenait quand même un peu qu'il n'y ait que des femmes. D'autant que Chon m'a dit à ce moment-là que jamais elle ne porterait autre chose qu'un pantalon pour chasser les araignées. Parfois, elle rentre sous les jupes et ça fait trop peur. Il faut se secouer vite fait, sinon tu imagines un peu? Il y a intérêt à faire attention. Les araignées sont très rapides. Elles peuvent te monter jusqu'à la taille en une seconde. C'est sûr que l'idée pourrait en faire fuir plus d'une. Ça y est, quelqu'un a trouvé. Les araignées vivent dans des trous qu'elles ont aménagés dans le sol. Et quand on s'y attaque, on ne sait jamais comment cela va se terminer. Même la main dans le trou, Chon était prudente. Elle savait qu'il ne faut jamais relâcher son attention. Elle peut vous mordre. Et ça fait très mal. Alors il vaut mieux les couper ces crochets tout de suite. Quand ça m'arrive, ça fait tellement mal que je n'ose pas retirer l'araignée de mon doigt. Je préfère la laisser se décrocher toute seule. Sinon, c'est comme si on se faisait couper par un couteau.
Chon lui a coupé ses crochets. Moi, j'avais vérifié avant de partir pour le Cambodge. Je savais qu'une morsure de ce type d'araignée n'est pas mortelle. Il y a une technique pour ne pas se faire mordre. Il faut faire comme ça pour l'attraper. Dès qu'on la voit sortir, il faut tout de suite la bloquer. L'empêcher de bouger avec un petit bout de bois. Et puis après, c'est possible de l'attraper, mais seulement par le dessus. 54, 55, 56... 214. Butin de la journée, 214 araignées, soit 40 000 rills. C'est-à-dire à peu près 8 € qu'il va falloir partager en 3. Celles qui sont mortes, je vais les faire cuire dans l'eau bouillante. Les autres, il faut absolument que je me débrouille pour les garder vivantes. C'est le collecteur qui va les envoyer à Skun par le bus. Sraivun habite à 200 km de là, dans un village à la sortie de Skun. Ici, comme dans tout le reste du Cambodge, on n'a pas toujours mangé les araignées. Cette pratique date seulement de la fin des années 70. Avant l'époque des Khmers rouges, très peu de gens mangeaient les araignées. C'était surtout les enfants qui les attrapaient pour s'amuser. Mais en général, on ne les mangeait pas. C'est pendant le régime de Pol Pot que les gens ont commencé à se nourrir avec les araignées. Parce que c'était la famine et qu'il fallait survivre. Depuis, l'histoire continue. Les araignées sont devenues l'objet d'un véritable business. Dans son village, Sraivun revend une partie de ses araignées aux autres femmes. Chacune d'entre elles va pouvoir les préparer elle-même pour les revendre au marché. Une dizaine de familles vivent donc de cette activité. Un peu de sucre, une pointe d'ail, une cuillère de sel et voilà. Mais attention, il y a un détail très important. Quand je fris les araignées, je fais toujours très attention à ne pas casser les pattes. C'est très important, les pattes. Et puis quand elles perdent leurs pattes, c'est qu'elles sont déjà mortes. Là, elles étaient bien vivantes et il faut qu'elles restent jolies. C'est le dernier stop avant de retourner au marché. Sraivun doit livrer des araignées à l'épicier. C'est délicieux. C'est de l'alcool de riz pur avec des araignées dedans. Les gens aiment bien en boire. Ils viennent prendre un verre et puis ils rentrent dîner chez eux. Ça fait du bien. Sur le parking de Skun, il y avait toujours autant de monde. À ce moment-là, des touristes venaient de s'y arrêter. Oh, ça c'est l'aventure. Vous allez vraiment goûter ça? Bien sûr. Ok, allons-y. Épreuve réussie. Bravo. En tout cas, moi, je n'arrivais toujours pas à me décider. Mais non, c'est pas bizarre. C'est comme si on mangeait des grillons ou d'autres insectes. C'est délicieux, vous savez. C'est sûr que nous, en Occident, nous sommes un peu à la traîne de ce côté-là. Partout ailleurs, tout le monde mange des insectes. Mais chez nous, il n'en est toujours pas question. Une tarentule, c'est juste un petit snack. On en mange une ou deux à l'apéritif avec une bière. C'est très bon. Voilà une bonne idée. Araignées ou insectes, nous ferions bien de nous y mettre. Parce qu'en 2050, nous serons plus de 9 milliards sur Terre et il n'y aura plus assez de protéines pour tout le monde. Alors, une bonne araignée? Vous voulez goûter? Ah, c'est déjà fait. Non, elle n'a pas goûté. Il dit que vous n'avez pas goûté. Vous êtes sûr? Mais franchement, c'est bon, vous savez. Mais vous mangez bien les escargots en France. Alors?
Ça devenait de plus en plus difficile de se défiler. C'est depuis Battambang que je poursuis ma découverte du Cambodge. Il y a beaucoup de propositions touristiques, mais il y a surtout la plus grande ferme d'élevage de crocodiles du pays. Et je voulais absolument m'y rendre. L'endroit est totalement interdit au public, mais j'ai réussi à m'y faire inviter, à mes risques et périls. Je sais pas combien il y en a des centaines. Allô? Bonjour. C'est fou tous ces crocodiles partout là. Enfin, c'est hyper impressionnant, il y en a partout, il y en a 1500 précisément. Ils sont un peu les uns sur les autres. Alors c'est bizarre parce qu'ils bougent pas et d'un coup ils se réveillent. C'est des grosses bébêtes préhistoriques. Et c'est quand même quelque chose d'être là juste à côté. C'est qui de vous deux qui préfère les crocodiles? On les aime tous les deux. Oui, tous les deux. C'est un animal qui est bon pour les affaires. C'est pour ça qu'on l'aime. Grâce à lui, on gagne bien notre vie. Entre 30 et 40 000 $ par an. Mais attention, ici on ne vend pas les crocodiles, mais uniquement leurs œufs. Ils partent dans des zoos ou dans d'autres fermes d'élevage qui font commerce de leur peau ou de leur viande. Et les tout petits, on peut voir les petits? Tania? Oui. Ils ont 1 an, regarde. Ah, les voilà les petits bébés. Ouh. Ils sont mignons ceux-là, ils sont petits, ils font pas peur. Est-ce qu'on peut en prendre un dans les mains? Oui, oui. Oui? Ok. Bah, génial. Moi? On va voir. Ça a de la force, déjà. Oui, je le touche, d'accord. Ça te fait rien, hein? J'ai eu peur parce que c'est hyper vif. Super rapide. Tu le tiens bien, monsieur, hein? Pour tenir les gros, il faut être au moins 6 ou 7. Tiens bien, hein? Non problème. J'y vais. N'aie pas peur, vas-y. Ok. Voilà, on va le remettre dans son petit enclos. Si on allait voir les œufs. Hein, les œufs, c'est plus cool. Regarde, elle fait son nid pour pondre. Elle gratte. C'est pour pondre? D'accord. C'est pour ça qu'elle est en cage. J'allais vous demander pourquoi il y en a qui sont enfermés, pas dans l'eau. Ça, c'est pour que les autres ne l'embêtent pas, c'est mieux. D'accord. Et comment vous les récupérez, les œufs? Une fois qu'elle a fini de pondre, on la chasse dans l'eau et on les récupère tranquillement. Et combien de temps vous les gardez, les œufs, avant qu'ils éclosent? 80 jours. Oui, 80. Si moi je tombe là, elle me mange la croco? Ouais. Oui, elle te mange. Ok. Je tombe pas alors, je la tiens. Y a pas de croco, hein, là-bas? Non, il y en a pas. Ah, ils sont là. Ouais. Tu peux creuser aussi, hein? C'est fragile? Tiens, regarde. Je peux l'attraper? Wow. Et un bébé, ça coûte combien? Entre 25 et 30 $ pièce. C'est vraiment particulier, là, de voir ces œufs. On dirait... J'en prends un. La coquille, elle n'est pas comme une coquille d'œuf de poule ou d'autruche ou d'œuf de caille. Enfin, tiens, celle-là, elle est un peu cassée. On dirait un peu du plastique. Et on en fait quoi maintenant des œufs, là? Vous allez les mettre où? On va aller les enterrer dans le sol au chaud à 31 degrés. 20-30 cm de profondeur pour l'instant. Ils ont la place dans ce trou-là quand ils naissent tous? Oui. Voilà les petits bébés crocodiles. Bien au chaud. Tania? Ouais. Je peux écrire mon nom, Tania? Oui, vous pouvez. Tania. Voilà. Your baby. My baby. Voilà mes bébés. Il faudra donc que je revienne dans 80 jours.
En attendant, découvrons ensemble le sport national du Cambodge, au joli nom évocateur de danse du tigre. Ce n'est ni du yoga, ni une séance de stretching, mais du Kun Khmer, la danse du tigre. Mieux vaut ne pas se frotter à Mamiso. Ses ancêtres ont créé cet art martial pour tuer leurs ennemis. À 75 ans, Mamiso a dû se battre pour maîtriser le tigre. J'ai appris en regardant mon grand-père. Lui, il me l'interdisait. Il me disait, tu es une fille, tu ne peux pas apprendre. Aucune fille n'apprend les arts martiaux ancestraux. Toi, tu dois te marier, faire des enfants et faire la cuisine. Aujourd'hui, j'aime tellement ça que je ne peux pas regarder les combats à la télévision. Sinon, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller sur le ring pour leur mettre une pâtée. Et c'est peut-être plus prudent pour Mamiso, parce que le Kun Khmer, c'est pas vraiment pour les grands-mères. Chaque week-end, le pays s'enflamme pour les matchs retransmis à la télévision. Dans les échoppes, l'ambiance est à la bière, au clop et à l'adrénaline. Dans une semaine, c'est le combat de l'année. Chan Rotana, l'idole, la terreur des rings, enfilera les gants. Un duel qui affole déjà les paris. Pour ce bookmaker et ses 7 clients, Chan Rotana, c'est la prime de fin d'année. Pas du bleu, c'est 15. 15 contre 1 pour le bleu, 15 contre 1. T'en veux combien là pour la 14? Allez, allez! Rotana, bien sûr, tout le monde l'aime ici. Nous, on l'appelle pied et poing volant, tellement il est fort. Bien sûr, il connaît le Kun Khmer, mais on voit bien qu'il s'inspire des arts martiaux ancestraux, le Yot Kun Korn. Et moi, j'adore ça. C'est avec de vieilles recettes donc que Rotana mettrait ses adversaires à genoux. Démodé, désuet, dépassé, c'est à n'y rien comprendre, mais son public, lui, en redemande. Pour débusquer pieds et poings volants, il faut s'enfoncer dans les faubourgs de Phnom Penh. C'est ici qu'il a grandi et qu'il prépare encore ses plus grands combats. C'est l'heure de l'entraînement, pas franchement le moment de le déranger. Allez, utilise tes coudes pour frapper au visage. Vas-y, enchaîne-les. Là, tu te bats comme tout le monde, c'est monotone. Allez, 1, 2. 1, 2, 3, 4. La séance est intense, plus que 4 jours avant le grand combat. Viens par là. Je veux que tu entraînes Rotana en position basse. Fais-lui travailler ses coups de pied. Tu sais, la position du tigre. Le tigre, un secret de famille. Tu dois oppresser ton adversaire. Ne lui laisse pas de répit. Allez, tu frappes. Tu frappes. Maître Chan est le père de Rotana. Et contrairement aux apparences, c'est lui le plus redoutable des deux. Maître Chan est l'un des derniers Cambodgiens à enseigner le Yot Kun Korn, le savoir des ancêtres. Sape ses appuis, tape dans les jambes. Vas-y. Quand on connaît les techniques ancestrales de combat, ça donne des atouts pour vaincre. Parce que dans le Kun Khmer, il n'y a que 36 techniques. Alors que dans les arts martiaux de nos ancêtres, le Yot Kun Korn, il y en a des milliers. Même armé du savoir ancestral, Rotana le guerrier doute, toujours. Allez, temps mort les gars. Alors vous le sentez comment ce combat? Vous êtes confiant? Ouais, bien sûr que je suis confiant. Je vais le gagner ce combat. De toute façon, je m'entraîne dur pour ça. Mais maintenant, vous savez, il suffit de rien pour que tout bascule. Un moment d'inattention et tout est fini. Mais non, fiston, arrête. Tu sais bien que dans notre art martial ancestral, on a des dizaines de coups de coude. Un nombre incalculable de coups de poing et de coups de pied.
Tu sais que tu es supérieur aux autres, grâce à ça. Sans Maître Chan, pas de pied ni de point volant. Rotana aurait certainement été un combattant ordinaire. Sans Maître Chan, pas de techniques ancestrales non plus, car elles ont bien failli disparaître. À 300 km au nord de Phnom Penh, dans les temples d'Angkor, Maître Somnang s'échauffe. Lui aussi détient les secrets du tigre. Il a grandi à quelques mètres du plus vieux manuel de Yotkumkorn. Voilà, c'est ici qu'on peut voir les bas-reliefs d'art martial khmer. Regardez là-haut. Il y a la même figure que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est un coup de pied dans la tête. Il faut bloquer et envoyer le coup. Et celle-là, c'est une technique spéciale, peu de gens la connaissent. C'est pour contrer une attaque arrière. Tiens, viens un peu par là, toi. Je lui prends le bras, comme ça, et je le casse. Après, regardez, avec mes jambes, je lui fais un petit crochet. Et hop. Nos ancêtres ont gravé sur ce mur cette technique martiale, de peur qu'elle ne disparaisse. Ils ont voulu la préserver en la gravant sur ce bas-relief. Et si je la connais aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est grâce à eux. Nos ancêtres l'ont transmis à mes grands-parents, qui me l'ont eux-mêmes transmis. Heureusement que tout ceci a été préservé, parce que vous savez, pendant la dictature des Khmers rouges, tous les grands maîtres ont dû quitter le pays. Ou bien, ils ont été tués. Ces techniques, elles ont bien failli disparaître. Aujourd'hui, les descendants des guerriers khmers ne combattent plus pour défendre le pays, mais pour l'honneur. Le problème, c'est que l'honneur, ça ne nourrit pas son homme. Alors tous les jours, Rotana descend du ring, direction la chambre froide d'un restaurant italien. Pieds et poings volants et charcutier. Voilà, c'est ici que je viens après l'entraînement. C'est mon autre job. Après avoir distribué des pains, Rotana multiplie les saucissons. Ça, c'est du salami, de la bressaola, là, du chorizo, et ça, c'est du jambon de Parme. Aujourd'hui au programme, c'est chorizo, de l'origan, du piment, un peu d'huile d'olive et beaucoup d'huile de coude. Voilà le quotidien de notre guerrier khmer. Vous savez, tous les combattants font un autre métier. Après l'entraînement, certains travaillent dans des usines, certains conduisent des motos-taxis ou des tuk-tuk. D'autres font des livraisons de fruits et légumes. Et puis, il y a aussi ceux qui bossent sur des chantiers. En fait, on est tous obligés de faire des boulots à côté. Et c'est un peu tout et n'importe quoi. Dimanche, Phnom Penh se réveille comme tous les autres jours de la semaine. Mais pour Rotana, c'est un matin bien particulier. Il est dispensé de chorizo, il s'est levé pour aller au combat. Avant de monter sur le ring, il a une dernière chose à faire, en famille. Chez les Chan, à quelques heures du combat, on ne s'entraîne plus, on se prosterne. S'il vous plaît, bénissez Rotana. Donnez-lui la force de vaincre son adversaire. Viens, tourne-toi. T'as les pieds sales, hein? Et au cas où les dieux n'auraient pas bien entendu, Maître Chan a un dernier secret. J'ai écrit le nom de l'adversaire de mon fils dans ce triangle magique, afin qu'il craigne Rotana. J'ai aussi écrit le nom des parents de l'adversaire. Eux aussi, ils doivent craindre mon fils.
Suis bien mes consignes, mon fils. En art martial khmer, l'adversaire est fort en bas. Donc tu dois le rendre vulnérable en bas, sur ses appuis. Après, tu passeras à l'attaque du haut du corps. C'est ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. C'est le dernier match de la journée, le plus important. Le duel est retransmis à la télévision. Des millions de Cambodgiens sont devant leur poste. Rotana rencontre enfin son adversaire. Versovan ne maîtrise peut-être pas le Yotkun Korn, mais il affiche 10 cm et 4 kg de plus. Chaque coup porté est plus lourd et fait très mal. Allez, sors du corps à corps. Dégage-toi de là, sors de là. Vous allez voir, c'est seulement au 3e round qu'il va se servir de nos techniques. Maître Chan est confiant. Pourtant sur le ring, Rotana encaisse les coups. Le champion est sonné, alors Maître Chan entre en scène. Allez, utilise tes coudes et tu vises directement la mâchoire. Reprends-toi là, c'est le dernier round. Regonflé à bloc par son père, Rotana va donner à son adversaire une leçon de Yotkun Korn. Un coup de pied en hauteur, la patte du tigre, et un coup fatal, la botte secrète, le coup de coude retourné. En 10 secondes, il a anéanti son adversaire grâce au savoir des anciens. Encore un combat qui nourrira la légende de Pieds et Poings Volants. En attendant, c'est dans le public qu'il vient chercher les honneurs et surtout quelques pourboires. De quoi améliorer sa prime, 100 $ par combat. Pour le perdant, c'est un honneur d'avoir combattu Pieds et Poings Volants. Un adversaire que l'on se doit de venir saluer. Il m'a bien eu avec son sacré coup de coude retourné. En plein dans le pif. Ce soir sur le ring, à la maison, c'est charcuterie italienne à volonté. Et c'est Rotana qui régale. Avec les quelques dollars du match, la famille fait une petite fête, histoire de relâcher la pression. Avant, je ne pensais pas vraiment devenir boxeur. Vous savez, certains matins, j'avais même pas envie de monter sur le ring. Mais j'ai ça dans le sang. L'art martial des ancêtres, je crois que c'est mon destin. Les Chan célèbrent une victoire, une de plus. Ils rendent ainsi hommage au pouvoir du tigre, le secret du clan. Toujours à Battambang, je vous emmène dans le lieu le plus célèbre de la ville, une école. Mais pas n'importe laquelle, Farponle Selpak, phare, la lumière de l'art. Basée sur des pratiques artistiques, elle fut créée en 1994 par 8 orphelins d'un camp de rééducation, accompagnés de leurs professeurs de dessin. Aujourd'hui, grâce à son succès, cette ONG cambodgienne offre une véritable scolarité gratuite à 1500 enfants, avec en point d'orgue une école de cirque. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Rien. D'accord, et vous parlez français? Ah bon? C'est une super nouvelle. Il y a combien d'étudiants dans cette école? Oh, il y en a beaucoup. En cirque, hein? Oui, en cirque. 80. Et alors l'école du cirque, elle commence vers 7-8 ans. Et jusqu'à quel âge? Ça dépend. Ça dépend? Ouais, ça dépend. L'étudiant le plus vieux, il a quel âge? L'étudiant le plus vieux... Il est là? C'est lui. C'est lui, voilà, c'est lui. 23. 23, ouais. D'accord. Donc il y a une spécialité dans cette école Oh oui, il y a acrobatie et contorsion. Contorsion? Oui, et là-bas, il y a 4 Coréens dehors. Il y a quoi? 4 Coréens. 4 Coréens, c'est quoi? 4 Coréens, c'est quelqu'un qui fait comme ça, là. Hop.
c'est un numéro aérien. Ouais. De portée. Ça, c'est très nouveau. C'est une nouvelle discipline ou c'est une nouvelle discipline ici? C'est une nouvelle discipline ici. Waouh! Mais en France, il y en a beaucoup, ça. Cette école de cirque ici, elle a quand même une vocation particulière. C'est pour aider les enfants, les jeunes? Oui, pour aider les enfants, les jeunes et en fait tout. Pour aider tout. Comme moi avant, quand j'étais petite, je suis dans les familles très très pauvres. Et quand je viens ici, j'ai gagné quand même l'argent pour aider ma famille. J'ai envie de vous voir après. Mais ça fait longtemps que c'est pas fait. Tu vas haut? Tu vas haut, hein? Qu'est-ce que tu vas faire là? Salto. Salto? Allez, vas-y. Je te regarde. Wow! Ici, tous les élèves sont encadrés par des professionnels de la scène. Tu répètes un spectacle? Les collaborations avec l'étranger sont fréquentes. Certains intervenants viennent pour quelques semaines, d'autres pour quelques années, comme Xavier, ex-danseur professionnel. C'est joyeux comme ambiance ici. Hein. Yann, elle m'expliquait, elle était... Elle est ici la première génération, toute première élève du cirque. Maintenant, elle est prof, mais elle est aussi comédienne. Hein. Yann, t'es une star. Une star du Théâtre du Soleil. Les enfants, là, les petits qui arrivent dans cette école, ils ont quelle approche? Pourquoi ils viennent ici? Ils ont des rêves? Alors, ils viennent ici parce qu'ils font partie de cette communauté. Donc, ils baignent dedans depuis tout petit, on va dire. Vous verrez ce soir, si vous venez, énormément de tout petits qui viennent, qui s'assoient devant, qui regardent le cirque. Et voilà, ils font partie de cette atmosphère. Donc, au bout d'un moment, leur appétit grandit, leur appétit naît de ce qu'ils ont vu toute leur enfance. Et donc, ils s'inscrivent. Alors après, ils commencent, ils sont confrontés à la réalité des entraînements, qui n'est pas toujours facile. Et donc, il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. Voilà, c'est le jeu. Mais le premier but de l'association, c'est resté le même là, depuis 20 ans. C'est vraiment apporter les clés, les outils aux enfants pour qu'ils s'épanouissent. Impressionnée de l'énergie qui ouvre. Et là, la fin, là, super. J'adore la fin. Super. Prochain défi, ouvrir une scène permanente à Siem Reap, aux portes des temples d'Angkor. C'est d'ailleurs dans cette région, au cœur de la jungle, que nous allons découvrir une autre forme de renaissance, tout aussi essentielle à l'épanouissement du pays. Chaque année, juste avant le défilé de Monsieur Morimoto, la tension monte. Les top modèles ont été triées sur le volet. Elles doivent être impeccables. Il me faut une couleur plus vive. Le directeur artistique est un créateur de mode perfectionniste. Il ne laisse rien passer. Attends, je vais le faire moi-même. Dans quelques instants, va se dérouler l'événement fashion de l'année. Sauf que les mannequins n'ont pas toujours la taille mannequin. Ah, mais c'est trop petit ça. T'aurais pas un peu grossi? Et que le style n'est pas vraiment celui en vogue à New York, Milan ou Paris. Pourtant, cette année, Monsieur Morimoto se sent au sommet de son art. Mais d'où vient votre inspiration? Vous savez, ce sont ces tissus. Ils sont tellement beaux qu'il suffit que je les voie pour que l'inspiration vienne. Le défilé a lieu au cœur de la forêt. Ce n'est pas la Fashion Week, c'est le festival du verre à soie.
Les mannequins s'élancent, le pas hésitant, sur un vieux best-of de Madonna. Ces top modèles d'un jour sont en fait les petites ouvrières de la manufacture de Monsieur Morimoto. Dans le public, pas de critiques ou de papesses de la mode, mais des familles venues applaudir leur sœur ou leur petite fille. Elle porte l'une des soies les plus raffinées au monde, un tissu qui avait disparu du pays. Cet homme, Monsieur Morimoto, un Japonais, l'a fait renaître. Il y a 30 ans, il découvre le sort des Cambodgiens lors d'une mission humanitaire à la fin de la guerre civile. Il se fait alors une promesse, relancer le tissage de la soie dans cette région où le régime des Khmers rouges a tout rasé. À l'origine de ce pari, un coup de foudre. J'ai vu de la soie cambodgienne pour la première fois au musée du textile en Thaïlande. Et ça m'a fait un sacré effet. Et maintenant, dans notre village, avec les tisseuses, je sais que nous arrivons à produire une soie aussi belle que celle du musée. Il y a même une rédactrice en chef d'un magazine de mode à New York qui a écrit que notre soie était la meilleure du monde. Ça m'a surpris, mais je suis vraiment content. Chaque étoffe nécessite 6 mois de travail et coûte entre 500 et 1000 euros. En plein cœur de la forêt, Monsieur Morimoto fabrique un tissu plus précieux que l'or. Mais celui qui est à l'origine de ce village, ce n'est pas lui. Ce matin, Monsieur Morimoto tient à nous le présenter. Bonjour, ça va? Il vit dans cette maison tout au fond du village. C'est un ver à soie. Attends, j'enlève mes chaussures. Son nom, le Bombix du mûrier. Alors, ils sont prêts? Oui, ça y est, ils sont mûrs. Vous voyez, ils vont bientôt faire leur cocon. Quand ils naissent, ils sont de couleur blanche. Et maintenant, ils sont jaunes. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à produire de la soie. Après s'être gavés de feuilles de mûrier, les vers commencent à régurgiter un fil de soie pour fabriquer leur cocon et devenir papillons. 40 jours et 40 nuits d'un travail minutieux. Ça y est, ils se sont mis au boulot. Pour eux, le cocon, c'est comme une petite habitation. C'est leur maison? Oui, exactement. Et là, vous voyez cette couleur jaune? C'est typique du ver à soie du Cambodge et de son cocon. C'est pour ça qu'on dit de cette soie qu'elle est en or. Tant qu'ils fabriquent leur cocon, Monsieur Morimoto chouchoute ces précieux petits vers. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont destinés à une fin tragique. Bonjour, ça va? Les vers de Monsieur Morimoto ne deviennent jamais papillons. Une fois sortis de cette nurserie de luxe, ils vont passer à la casserole. Ou plutôt, à la marmite. Alors, tout se passe bien? Il y a 5000 ans, l'impératrice Xilingshi buvait tranquillement du thé sous un mûrier, lorsqu'un cocon est tombé dans sa tasse. En voulant le récupérer, elle a tiré sur un fil de plus en plus long. Le fil était si doux qu'elle en fit un tissu. Voilà les cocons. Vous reconnaissez la couleur jaune? Alors je les mets dans l'eau bouillante. Et là, regardez. On tire le fil et on l'enroule ici. Mais il est épais, il est bas de gamme. C'est parce que c'est la couche extérieure du cocon. Et ici,
On file la partie intérieure du cocon. Attends une minute. Et celui-là, il est de très bonne qualité. Il est haut de gamme. La recette n'a pas changé depuis 4000 ans, mais personne n'a trouvé mieux depuis. Avec un cocon, on obtient 300 mètres de fil. Parfois moins, 200, 250. En Chine ou au Japon, ils en tirent plus d'1 kilomètre. Mais la qualité est beaucoup moins bonne. C'est de la production industrielle, avec des machines. Et là-bas, les vers à soie, ils ne peuvent même pas manger de feuilles de mûrier. Ils sont malheureux comme tout. Le petit village de Monsieur Morimoto produit son trésor loin de tout et hors du temps. Il y a 12 ans, le maître nippon est arrivé avec sa valise, quelques tisseuses et leur famille. Depuis, la communauté ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, ils sont 200 et vivent tous de la soie. Il y a celles qui filent, celles qui tissent et celles qui teignent. Avec des recettes qui viennent du fond de la forêt. C'est de la noix de coco pour le marron. Et ça, ce sont des feuilles de bananier. Ça donne une teinte plutôt jaune. Et pour faire du rouge, du jus de tamarin. Un fruit que les Cambodgiens mangent après chaque repas pour la digestion. Cette palette de couleurs bio, c'est Monsieur Morimoto qui l'a réinventée. Ça, c'est de l'anato. Vous voyez les graines? C'est pour faire du orange. C'est très connu et très populaire au Cambodge pour faire de la teinture. Et là derrière, on a un amandier d'Inde. C'est pour faire du noir. Monsieur Morimoto s'est installé sur des terres dévastées par la guerre civile. Petit à petit, la forêt a repoussé. Mais il manquait encore une couleur à son nuancier. Jusqu'au jour où la nature lui a dit merci. Un petit insecte, le lac, était enfin revenu. Et avec lui, le rouge écarlate dont il rêvait. Il y a 20 ans, j'avais fait des recherches dans tout le Cambodge et je n'avais rien trouvé. Cet insecte, le lac, avait totalement disparu. Et puis j'ai entrepris de faire pousser des arbres ici pour recréer un environnement accueillant pour les animaux. Et là, ça y est, il est revenu, dans cet arbre. Quand est-ce que vous l'avez trouvé? Il y a à peine 2 mois. Et je suis vraiment heureux. Pour le moment, le lac est encore dans son cocon. Si les fourmis ne l'ont pas grignoté, l'an prochain, Monsieur Morimoto pourra recommencer à teindre en rouge. Maintenant que la forêt est revenue, il va pouvoir rester. Ce n'est pas seulement la forêt que Monsieur Morimoto est venu sauver. C'est aussi le peuple cambodgien qu'il s'était promis d'aider. Tiens, t'es revenu? Où t'étais passé? J'étais à l'atelier filage à côté. Où ça? Au filage. Ah, d'accord. En créant ce village, il a voulu, à son échelle, redonner aux Cambodgiens le bonheur que les Khmers rouges leur avaient confisqué. Moi, je n'ai rien inventé. Ils tissaient déjà comme ça à la période des temples d'Angkor. Je suis étranger, je ne suis pas cambodgien. Ce que je veux faire ici, c'est leur construire un bon environnement de travail pour qu'elles puissent tisser tranquillement. Si elles sont heureuses au travail, alors je serai heureux moi aussi. Le Japonais sait qu'il a accompli sa mission. Les rouets tournent de nouveau. Avec ses fils de soie, Monsieur Morimoto recoue petit à petit les cicatrices du royaume khmer.
train de survoler le Cambodge et on se dirige vers le Tonlé Sap, qui est un lac gigantesque. Alors il fait 2500 km² en saison sèche, mais il passe à 10 000 voire 15 000 en saison des pluies. C'est phénoménal et les gens ont dû s'organiser pour vivre avec ce phénomène. Et donc ils vivent sur des villages flottants. C'est marrant parce qu'ils ont laissé une allée centrale. Même d'ici, là, déjà de l'hélicoptère, je sens l'odeur du poisson. Alors j'attends de voir ce que ça va être en bas. Et c'est dans la rue, enfin dans l'artère principale, que je vais retrouver l'un des personnages incontournables de cette ville flottante. Bonjour, je m'appelle Tania. Bonjour, je m'appelle Luxivon. Je suis le médecin permanent du village de Kampong Luang. Je vous présente ma femme. On est en train de préparer une soupe de légumes. Mesdames. Là, c'est ma fille, mon autre fille et ma petite fille. Tania, vous mangez avec nous? Ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Aide-nous à écraser les légumes. C'est lourd. Ah. Pourquoi vous n'allez pas juste vivre à côté, mais sur la terre? On est venu s'installer ici après les Khmers rouges. Car pendant cette période, on n'avait pas assez à manger, pas de poisson. Maintenant, notre vie est ici. Et même si on aimerait partir vivre sur la terre, on n'a pas assez d'argent. On a tout donné dans cette maison. Ce qu'on aimerait, c'est que nos enfants ne restent pas vivre sur le lac. Voilà. Tania, je vais te montrer comment on fabrique le poisson séché chez nous. Tout ce poisson-là, c'est pour le village ou c'est pour vendre à d'autres villages, voire dans tout le Cambodge? On nettoie les poissons et après on les fait sécher. Puis on les envoie à Phnom Penh. À Phnom Penh? Ah oui. Et vous en mangez beaucoup du poisson? Moi, j'adore le poisson, alors oui, j'en mange beaucoup. Et toi, Tania, tu aimes le poisson? Moi, j'aime bien le poisson, oui. Mais je suis pas habituée à manger du poisson séché. Parce que moi, je le mange frais, le poisson. Je le mange pas séché au soleil, comme ça. Téléphone. C'est peut-être une urgence, monsieur le médecin. J'espère pas, hein. C'est une urgence, monsieur le docteur? Non, non, ce n'est pas urgent. Bon, d'accord. Ouais, donc je me demandais si ce village, il devenait de plus en plus grand ou de plus en plus petit au fil du temps. Avant, il y avait 1300 familles. Aujourd'hui, il ne reste plus que 900 familles, soit 6000 personnes à peu près. En fait, c'est une grande partie de la communauté vietnamienne réfugiée dans les années 60 qui est retournée vivre dans son pays, aujourd'hui en plein développement économique.